niveau-là. On surfe sur une crête technologique. Donc si vous prenez 6 mois de retard sur un concept, vous n'êtes plus sur la crête de la vague. Ça, on peut le faire grâce au CIR et grâce aux aides publiques. Pour toucher le crédit impôt recherche, Arnaud Lambert doit déclarer chaque année toutes ses dépenses de recherche et développement. L'argent qu'il investit, les salaires qu'il paye. Il pourra ensuite déduire 30% de ce montant de l'impôt que doit verser sa société. La PME perçoit 116 000 € de crédit d'impôt recherche en moyenne chaque année. Une somme qui a permis d'embaucher 3 personnes. Est-ce que vous feriez de la recherche et du développement sans le crédit impôt recherche? On en ferait, mais beaucoup moins. Et beaucoup moins vite. Aussi, avec beaucoup moins de gens. L'équipe, on ne pourrait pas avoir une équipe R&D à demeure si on n'avait pas de CIR. Vous diriez que c'est plutôt une bonne aide publique, le crédit impôt recherche? C'est la meilleure. Selon l'entrepreneur, cette aide est devenue vitale pour les petites structures comme la sienne. Pourtant, ce ne sont pas celles qui en bénéficient le plus. Alors que les PME représentent plus de 80% des bénéficiaires du CIR, elles ne profitent que d'un tiers du montant de cette aide. La majeure partie va aux grands groupes. Mais ce qui choque le plus ce dirigeant, c'est le 2 poids 2 mesures en matière de contrôle entre petites entreprises et multinationales. Au moindre contrôle, ces gens-là usent d'un chantage en fait sur le fait que s'ils n'ont pas de CIR, ils vont devoir faire des plans sociaux, etc., etc. Ça suffit à l'administration fiscale pour pas chercher plus de poux que ça. Alors que nous, quand on a un contrôle, on le subit. On peut dire à l'administration fiscale, ouais, mais je vais licencier tout le monde, ils s'en fichent un peu. Le CIR suscite les convoitises, des petits arrangements, comme des pratiques beaucoup plus contestables, selon cet entrepreneur. Un problème que pointe la Cour des comptes, qui alertait dès 2013 sur des risques de fraude. Le rapport souligne notamment l'utilisation abusive du CIR dans le secteur informatique. Pendant notre enquête, nous avons reçu plusieurs alertes sur les méthodes du géant Capgemini, l'un des plus gros bénéficiaires du crédit d'impôt recherche. Aujourd'hui, je vous emmène chez Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil et de la transformation numérique. Capgemini, c'est le numéro 1 de l'informatique en France. Le groupe vend ses services numériques aux entreprises privées et au secteur public. Will you innovate for the sake of it? Or innovate so you're closer to your customers? 28 000 salariés dans l'Hexagone, 340 000 dans le monde. 1,6 milliard d'euros de bénéfices. En 2023, le groupe a obtenu 71 millions d'euros de crédit d'impôt recherche. Pourtant, une partie de cette somme ne serait pas allouée à de la recherche. Capgemini aurait-il maquillé les activités de certains de ses employés pour faire payer leur salaire par le contribuable, grâce notamment à une entité du groupe, le Sogeti Labs. Aujourd'hui, dans la réalité, Sogeti Labs est surtout là pour générer du crédit d'impôt recherche. Et le but, c'est de générer le maximum de crédit impôt recherche pour faire en sorte de dégager des marges pour le groupe. Ces chercheurs ont accepté de témoigner anonymement. Officiellement, leur labo, c'est ça. Sogeti Labs Paris est, depuis 2017, l'espace d'innovation et de veille technologique. Nous travaillons sur tous les domaines de l'innovation. Mais selon nos chercheurs, derrière cette belle vitrine, ils disposeraient en réalité de faibles moyens, très insuffisants. Pour faire la recherche, en général, chaque laboratoire, c'est des dizaines de cartes graphiques ou dizaines de processeurs. C'est aussi avoir l'accès aux publications scientifiques. Et ça, vous avez rien de tout ça? Non, pas du tout. Nous avons un ordinateur, mais l'ordinateur ne permet que de faire des réunions. Nous avons 2 cartes graphiques partagées pour 20 personnes. Ce qui est produit par ces équipes est peu qualitatif. Ce qui fait que dans l'ensemble, on a un résultat qui n'est pas forcément satisfaisant. Le Sogeti Lab s'assure en fait, on va dire, un voile de vertu. On ne fait plus de la recherche pour faire des publications, on fait de la recherche pour tenir nos objectifs de CIR. Le quotidien de ces scientifiques ne serait donc pas dédié à la recherche.
Selon eux, l'essentiel de leur boulot serait plutôt d'occuper des salariés inactifs. Et pas des chercheurs, mais des consultants. Dans les sociétés de conseil comme Capgemini, ces consultants en CDI travaillent sur des missions facturées à des donneurs d'ordre, Airbus ou Safran par exemple. Entre deux missions, ils se retrouvent en intermission ou intercontrat et beaucoup se voient recasés dans les laboratoires du groupe. Pour ce consultant et syndicaliste chez Capgemini à Toulouse, ce serait une façon de faire payer leur salaire par l'État. Un salarié chez nous, quand il n'est pas en mission chez un client, il est en situation très incertaine parce que il devient un coût pour l'entreprise. En fait, dans cette situation-là, c'est un peu paradoxal, mais on est comme un chômeur en fait dans sa boîte. Et le temps qu'ils sont ce qu'on appelle en intermission, on les met sur les travaux de recherche en fait, qui sont un peu des projets de garderie, faut bien dire ce qui est. Ce qui permet que ces travaux, comme ils sont financés par l'État, par du crédit d'impôt recherche, ça permet qu'ils ne soient pas un coût pour l'entreprise, mais ça permet de rapporter un peu d'argent. Donc c'est à ça que sert le CIR chez Capgemini, à rémunérer les consultants qui sont en intercontrat via de l'argent public? Oui, tout le monde, c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait que ça sert plus ou moins à ça. Capgemini, il industrialise tout, quoi. C'est toute une organisation en fait qui est mise en place pour ce crédit d'impôt recherche. Le principe est simple, plus l'entreprise déclare de chercheurs, plus elle touche d'argent. Capgemini s'est organisé pour envoyer un maximum de consultants inoccupés faire de la recherche sans en avoir forcément les compétences. Voilà comment ça se passe. Chaque jeudi se tient une réunion à distance. Un manager est chargé de placer ses consultants auprès des scientifiques partout en France. Nous avons récupéré un document inédit, un enregistrement audio d'une de ces réunions. Le son est authentique. Merci d'être là. Les chercheurs ont le devoir d'accueillir sur leur projet ces consultants désœuvrés. Donc on a 13 profils à se partager, je sais c'est pas beaucoup, une petite forme cette semaine. 13 consultants à se partager avec des profils très variés, comme le montre ce tableau, et qui n'ont rien de scientifique. Les profils business analyst, marketing digital senior, un alternant, IA, data, NLP, traitement d'image, ça devrait vous plaire. J'en ai qu'un comme ça malheureusement. Donc on est un peu plus pauvre que la semaine dernière. Voilà tout ce que j'ai à vous proposer, à vous partager pour... On va avoir quelques informations sur la personne, 2-3 mots-clés sur ses compétences, et il va falloir se les répartir. Ce chercheur assiste à ces réunions hebdomadaires depuis 3 ans. Tous les responsables de projet sont présents à la réunion. C'est une réunion obligatoire, hebdomadaire. On ne peut pas sortir de la réunion si on n'a pas réussi à, comme on dit, trouver du travail à tout le monde. Un à un, il se voit proposer des consultants à intégrer. Dites-moi, qui c'est qui peut l'accueillir pour faire du .NET? Avec parfois un peu d'insistance. Petite place, enfin, pour ce jeune homme. Il vient d'où, lui? Il est de Strasbourg, en plus. Hein? On peut pas lui trouver une place pour faire du dev.net? On peut sinon l'accueillir, y a pas de souci. Ah, ça c'est top. Merci. Merci sincèrement. L'objectif, c'est d'avoir entre 15 et 25 personnes sur projet en permanence, parce que c'est, disons, un nombre correct pour le justifier vis-à-vis du crédit d'impôt recherche. À la fois, la direction ne va pas apprécier qu'un projet ait trop de personnes, parce que ça peut poser des problèmes à justifier, mais en même temps, elle ne va pas aimer qu'un projet ait trop peu de consultants. Nous, on en a déjà un, et après, on avait aussi pris un autre, donc ça fait trop pour le projet, on ne sera pas l'occuper. Ok, mais au moins c'est franc, c'est rigoureux. On va le faire autrement, il ne nous reste qu'un seul profil. Je vérifie bien. C'est ça? Ouais. C'est Zani, donc il y a le mot de la fin qui finit ce tour de table. Des consultants imposés et qui n'ont pas les compétences pour faire de la recherche, à en croire nos témoins. Est-ce que vous avez besoin de ces consultants pour mener à bien votre travail de recherche?
Mais absolument pas, je n'en ai pas besoin. Par exemple, monsieur machin, il est développeur en telle technologie, ça fait 20 ans qu'il travaille, il est très fort, mais il ne sera pas capable de travailler, de développer du code scientifique. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Parmi 100 personnes qui sont passées dans une année, peut-être qu'il y en avait 2 personnes qui étaient vraiment utiles, qui vont vraiment contribuer au projet de recherche. Nous avons rencontré l'un de ses consultants. Il est ingénieur en informatique. Nous l'appellerons Xavier. Mon métier, c'est de développer des logiciels. C'est pas du tout de faire de la recherche. Chez Capgemini, on va prendre un salarié, par exemple, qui travaille sur un logiciel d'occupation des voies dans les gares. Et du jour au lendemain, on va lui demander de travailler sur un projet de recherche en biochimie. Ce qui est une aberration, on ne devient pas chercheur en claquant des doigts. Parmi les missions qu'il a dû réaliser, l'une l'a particulièrement marqué. On m'a affecté un projet d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle était censée pouvoir dire, ben voilà, tel bébé a un sommeil reposant ou tel autre bébé n'est pas dans de bonnes conditions. Et moi, ma tâche en tant qu'ingénieur, c'était d'identifier image par image la position de tous les membres du bébé, de sa bouche, de ses oreilles, donc de ses mains, ses pieds. Et donc de mettre des petits points d'une certaine couleur pour les mains, une autre couleur ou une autre forme pour les autres parties du corps, de manière à pouvoir alimenter l'algorithme d'intelligence artificielle. Depuis 2023, Xavier a été affecté sur 5 missions différentes. On se demande qu'est-ce que je fais là en fait. C'est assez dégradant. On m'affecte, je dirais un peu au gré du vent, à des projets de recherche. En interne, ces transferts sont scrutés à la loupe. Il faut occuper le maximum d'inactifs. On appelle ça le taux d'intégration, comme le montre ce document que nous nous sommes procurés. Ces résultats, le directeur du laboratoire s'en félicite lors d'une réunion en fin d'année 2024. Donc c'est une très très bonne année d'ailleurs. On a pratiquement dépassé nos objectifs qui nous étaient dédiés en début d'année. Là, on est déjà monté à plus de 80%. Ce qu'on essaiera de faire l'année prochaine, c'est viser 85% d'intégration des consultants Sogeti France. L'année dernière, cette politique a permis au Sogeti Labs de déclarer 73 000 jours de travail de recherche. Nous avons montré nos découvertes au syndicaliste Robert Hamad. C'est sûr que les employeurs, enfin notre employeur, il est très fort pour optimiser son imposition. Donc effectivement, c'est très discutable. C'est en partie malhonnête. L'argent public devrait quand même être utilisé à autre chose, à faire de la vraie recherche. Comment le groupe arrive-t-il à faire valider par les services des impôts ces aides contestables ? Capgemini semble avoir mis sur pied une stratégie pour optimiser ses chances d'obtenir plus de crédits d'impôt recherche. Nous avons obtenu un deuxième enregistrement audio, celui d'une réunion qui s'est tenue à distance. Du coup, merci à tous d'accepter ce workshop et d'être là. Un workshop, un atelier en français. Son objectif assumé, rendre les travaux du Sogeti Labs éligibles au crédit d'impôt recherche. C'est même écrit noir sur blanc dans ce document de présentation. On va apprendre à formuler les tâches qui sont non éligibles au CIR pour qu'elles deviennent éligibles. Plus qu'on a des tâches qui sont éligibles au CIR, plus on a un gain du CIR. Ça vous va ? Dans le jargon de l'entreprise, on appelle ça rendre les activités cirables. Ici, j'ai mis des exemples de tâches non éligibles. Donc, par exemple, on trouve gestion de projet pour organiser les réunions et suivre l'avancement. Donc, c'est une tâche très commune. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une tâche administrative qui n'est pas liée à la R&D et donc, cette tâche-là, elle ne pourrait pas être cirable. Durant plus d'1 heure, les chercheurs vont apprendre à jouer sur les mots.
pour commencer la tâche par des mots qui sont plus scientifiques. Si on dit accompagnement de consultant tout court, ça va pas le faire, hein. Ça passe pas. Accompagnement. Mais par contre, si on dit assistance technique, suivi des consultants, analyse des résultats et des travaux de consultants, voilà, il y a la notion d'accompagnement, mais pas que. On va maquiller, déguiser des tâches pour leur donner un intérêt vis-à-vis des activités de recherche. Alors qu'évidemment, les critères du CIR sont assez clairs. Une tâche administrative, une tâche de pilotage n'est pas une tâche de recherche. Nous avons souhaité interroger Capgemini sur ses pratiques, mais nos demandes d'interview sont restées lettres mortes. Alors nous nous sommes invités au salon Vivatech. C'est le rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique en France. Toutes les grandes entreprises du secteur sont présentes. Sur le stand de Capgemini ce jour-là, le directeur de l'innovation du groupe, Pascal Brier, doit faire une conférence. Bonjour Monsieur Brier. Bonjour. Manon Bachelot, je suis journaliste pour France 2 pour l'émission Complément d'enquête. Oui. J'ai des questions à vous poser au sujet du crédit impôt recherche. Alors ça, c'est pas du tout mon domaine. Perçu par Capgemini. C'est pas du tout mon domaine, j'y connais rien. Et vous êtes pourtant directeur de l'innovation. Non, mais je m'occupe pas de cette partie-là, je suis désolé. On a des informations sur le crédit impôt recherche qui servirait à financer des consultants qui sont payés en intermission. Monsieur Brier, on a besoin de réponses, c'est un sujet important. On a eu des témoignages. Nous avons aussi sollicité à plusieurs reprises la Direction générale des finances publiques pour en savoir plus sur les contrôles qu'elle effectue. Là aussi, silence radio. Chez Capgemini, l'un des chercheurs du Sogeti Labs dit avoir été témoin de plusieurs inspections des impôts. Pas toujours très poussées selon lui. Le format de contrôle du crédit impôt recherche permet de favoriser la fraude. Lorsqu'un auditeur va arriver, les questions n'iront pas très loin. Et il y a même, pour certaines années, des auditeurs qui sont venus nous poser des questions qui étaient complètement hors sujet parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, ils ne maîtrisaient absolument pas les domaines technologiques qui étaient déclarés pour le crédit impôt recherche. Est-ce que c'était un auditeur spécialisé sur vos questions de recherche ? Non, absolument pas. L'auditeur était spécialisé sur du web et le gros de nos activités concernait des mathématiques appliquées, notamment à l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il comprenait vos dossiers ? Il y a de fortes chances que non. Ça pose la question de pourquoi le crédit impôt recherche a été fait. Ça pose la question de l'impartialité du système. Nous avons interrogé par mail le groupe Capgemini. Voici ce qu'il nous a répondu. Capgemini respecte strictement ce cadre légal. Les derniers contrôles portant sur le calcul du CIR de Capgemini n'ont donné lieu à aucune rectification significative. Le dernier a même conduit l'administration à réévaluer légèrement le montant en notre faveur. Un contrôle défaillant et surtout un manque total de transparence. C'est ce qu'ont découvert les sénateurs qui ont enquêté sur les aides publiques aux entreprises. Quand vous demandez à Bercy quel est le montant des aides publiques, à qui sont versées les aides publiques, à quel niveau, etc., vous n'avez pas aujourd'hui un tableau de bord qui vous permet de savoir quelle entreprise touche quelles aides publiques. Alors on vous dit c'est compliqué, moi je veux bien, sauf que celui qui les verse, c'est quand même bien l'administration, c'est quand même bien l'État et c'est quand même bien les collectivités. En fait, il y a 2200 dispositifs. Donc c'est un millefeuille de crédits d'impôt, de subventions directes, indirectes. Ça va, si vous prenez stricto sensus les subventions directes à environ 70 milliards, et si vous prenez tout le package, on est autour de 220-250 milliards. Vous légiférez pour le premier budget de la France, c'est plus que le budget de l'éducation nationale, de la santé, tout cela réuni, et en vérité, vous ne savez pas si c'est efficace ou pas. C'est un véritable problème démocratique. En juillet, la commission sénatoriale a remis son rapport. Elle réclame le remboursement de l'argent perçu par Michelin pour l'achat des machines de La Roche-sur-Yon. Et préconise également que les entreprises qui délocalisent reversent les aides touchées
dans les 2 années précédentes.